Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro d'Afro-Business qui se penche sur le portefeuille des normes camerounaises qui s'enrichit de 5 nouvelles normes camerounaises dans le domaine de l'agroalimentaire. Des normes qui, il faudrait le savoir, jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur agricole en vue du développement durable. Question, le Cameroun est-il en mesure d'assurer le management environnemental rationnel et surtout relever les défis mondiaux qui s'opposent à lui? Une question à laquelle répond en seconde partie notre invité, Brice Djolacour. Il est logisticien, déclarant en douane et formateur. Mais tout d'abord, ce sujet sur l'acquisition par le Cameroun des 5 nouvelles normes et leur impact socio-économique dans la sous-région, Afrique centrale et même sur le continent africain à l'ère de l'essor de la SLECAF. On regarde. Des normes acquises par le Cameroun et qui concernent les farines locales. Ainsi, selon les nouveaux textes adoptés sur prescription du ministère de l'Agriculture, il est prévu la mise sur le marché des produits à base de matières premières issues de la production locale. Une avancée qui vise, selon l'Agence des normes et de la qualité, à favoriser l'import-substitution. Le manioc, le mil, la chandelle, le plantain et la patate douce sont désormais une alternative à la farine de blé, qui se fait rare sur la scène mondiale. Le comité technique numéro 48 de l'agence répond aux besoins exprimés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d'après les travaux financés par la Banque africaine de développement, rappellent nos confrères du journal Éco Matin. L'adoption de ces nouveaux textes vise la résolution à terme du problème du déficit et du retard dans la livraison de blé d'une part, et en réduire les importations estimées à 178,3 milliards de francs CFA, correspondant à 887 400 tonnes de blé pour la seule année 2023. Une phase à la suite de laquelle le gouvernement camerounais, après implémentation, va élaborer un texte réglementaire fixant l'incorporation de 15% de ces farines dans les produits du secteur issus des structures installées sur le territoire camerounais. Et pour se mettre dans la compétition côté SLECAF, Yaoundé ambitionne également la construction de 3 unités de transformation de plantain dans le sud, l'est et le nord-ouest, en plus des unités de production et de transformation de farine locale, pour près de 4,1 milliards de francs CFA. Résultat attendu, 195 700 tonnes de farine de manioc, 24 525 tonnes de farine de patate en production locale. Et pour ce faire, l'accent doit, selon plusieurs acteurs du secteur, être mis sur la production agricole. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Brice Djolacour sur les capacités du Cameroun à manager l'environnement rationnel et surtout relever les défis mondiaux qui s'opposent à lui à l'ère de l'essor de la zone de libre-échange continentale africaine. À tout de suite. Bonjour Monsieur Djolacour et bienvenue dans ce programme. Armel, bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. C'est un rituel, c'est une deuxième fois que je passe à cette grande émission économique. Nous revenons dans cette édition sur un ou deux grands sujets, des sujets majeurs ayant marqué l'année 2024 avec une ouverture non négligeable sur l'année 2025. Nous commençons par le portefeuille camerounais qui s'est enrichi il y a juste quelques jours de 5 nouvelles normes dans le domaine de l'agroalimentaire. Quel impact pour le développement économique? L'impact, un très grand impact pour le développement économique et particulièrement pour le Cameroun. Ce qu'il faut d'abord retenir en ce qui concerne la norme, qu'il s'agit là des mesures prises pour encadrer un secteur d'activité. Et il faut également connaître les étapes. Il s'agit là des mesures et des conditions, soit pour la production ou alors la commercialisation et même dans l'expertise d'un produit particulier. Et c'est élaboré de façon bipartite entre l'Agence des normes et de la qualité, la NOR, et les acteurs du secteur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que la norme ne se met pas dans une chambre enfermée et puis sort les normes, non. Il s'agit des mesures prises entre la norme et les acteurs du secteur. Parce qu'on ne peut pas décider à votre place si à jamais vous n'apportez pas un certain supplément d'information. Du moins, comment est-ce que vous produisez vos matières, comment est-ce que la chaîne de production jusqu'à la commercialisation. Les produits qui respectent les normes peuvent être commercialisés partout. Je dis bien partout. Mais lorsqu'un produit n'a pas respecté les normes, du moins lorsqu'un produit n'est pas marqué normes, peut-être normes camerounaises, normes ISO et bien d'autres, il est difficile d'écouler ce produit sur le marché. Surtout dans un espace où les gens savent ce que c'est que la norme. Parce que les produits, généralement, lorsque c'est marqué, lorsqu'il y a une norme qui est marquée sur un produit, ça prouve que ce produit est propre à la consommation.
et on peut facilement le vendre, l'écouler sur le marché, non seulement national, mais aussi sur le marché international, si dans cet espace-là, la norme camerounaise est retenue ou alors est reconnue. On sait qu'aujourd'hui, on est en plein dedans la plupart ou la majorité des États du continent africain. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le Nigeria, par exemple, a certains produits camerounais qui n'entrent pas sur son sol. Alors, en matière d'agriculture, est-ce qu'on a le pouvoir, dès aujourd'hui, avec l'acquisition de ces 5 nouvelles normes, de pouvoir commercialiser sur tous les marchés africains? Voilà, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le problème de la norme a toujours été ce qu'on appelle la barrière non taxable. Parce que dans le commerce international, il y a plusieurs types de barrières. Il y a les barrières taxables, ce qui implique les droits et taxes de douane, soit à l'importation ou alors à l'exportation pour une marchandise. Il y a ce qu'on appelle les barrières non taxables. C'est-à-dire, parmi ces barrières, on peut citer entre autres les règles d'origine, on peut citer aussi les normes. Et ce sont des véritables freins pour des échanges à l'international. Parce qu'en réalité, la barrière taxable n'est pas grand-chose. Si on vous dit, par exemple, que le droit de sortie pour une telle marchandise, peut-être c'est 2% cumulé, ou alors 5%, il est plus facile pour vous de payer et de faire sortir la marchandise. Mais si à jamais on vous dit, par exemple, que pour que la marchandise sorte d'un territoire douanier, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui partagent en commun le même code des douanes, pour qu'une marchandise sorte de ce pays, il va falloir que cette marchandise, peut-être que par exemple 80% des intrants entrant dans la composition, dans la fabrication de cette marchandise, soient issus de la localité ou alors donc du territoire douanier. Vous voyez donc que ça devient très compliqué. On peut encore vous dire, selon certaines règles d'origine, que 100% des produits entrant dans la fabrication de cette marchandise doivent être localement produits. Exclut certains produits, notamment ceux manufacturés. Ça encourage plutôt, ou alors ça encadre plutôt les produits soit extraits du sol et du sous-sol, ou encore les produits élevés, ou encore récoltés. Parce que ce sont ces catégories de produits, entre parenthèses, qui peuvent remplir les critères de l'entière obtention. Et ce critère-là est un véritable frein. Maintenant, en ce qui concerne les normes, rappelons déjà que le Cameroun, le Nigeria ne reconnaît pas la norme camerounaise. Le Gabon, par exemple, n'applique pas la norme camerounaise parce que la norme camerounaise est définie par la norme. Elle n'est pas internationale. Et du coup, il est difficile pour un produit manufacturé venant du Cameroun, alors d'origine camerounaise, d'être commercialisé au Nigeria. Donc, malgré les efforts que la norme ainsi que les acteurs du secteur de ces produits font pour produire les normes encadrant le produit, donnant de la valeur, de la plus ajoutée, de l'expertise à ce produit, il sera difficile pour ce produit d'être commercialisé, par exemple, au Nigeria. Mais est-ce que justement le Cameroun n'a pas ses voies et moyens de pouvoir adhérer à la norme ISO ou de l'appliquer directement? La norme ISO également est appliquée au Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines entreprises de certification qui accordent, qui donnent, qui certifient ISO. Vous verrez par exemple devant une entreprise de production agroalimentaire ISO 300. ISO 300. Là, c'est une norme internationale. Sauf que la norme camerounaise n'est pas internationale. Et c'est la raison pour laquelle certaines entreprises préfèrent, pour des besoins de garantie de vente à l'international de leurs produits, faire certifier les produits ISO pour avoir une garantie ferme de commercialiser leurs produits à l'étranger. Maintenant, la norme camerounaise s'impose beaucoup plus aux marchandises à l'importation. Mais à l'exportation, ça ne peut pas avoir tellement un effet. Parce que chaque pays, peut-être certains pays à l'international ont leurs normes. Mais si vous venez avec un produit marqué norme ISO, ça passe. Mais la norme camerounaise s'impose, comme je disais tantôt, sur des produits importés. C'est la raison pour laquelle dans la procédure, par exemple, comme le PKI, Programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun, on vous dit que vous devez avoir un certificat de conformité. Et ce certificat de conformité est produit par qui? Par l'Agence des normes et de la qualité camerounaise. C'est-à-dire, l'Agence des normes certifie que le produit que vous importez respecte la norme camerounaise. Là, vous êtes dans l'obligation de passer pour ce chemin quand vous voulez faire une importation. Vous voyez, donc ça passe. Et ça justifie que le produit est propre à la consommation. Par contre, quand vous voulez faire sortir le produit du territoire camerounais, c'est pour vendre dans un territoire membre de la ZLECAf. Mais ne pensez pas que le Nigeria va l'accepter, non, parce que le Nigeria a sa propre norme.
Justement, M. Djolako, est-ce qu'il n'est pas profitable pour tous les États africains d'avoir une norme commune, justement, pour les échanges qui sont en train d'accélérer? Ça devrait être. En fait, l'accord sur la ZLECAf de Kigali, normalement, prévoit l'harmonisation des normes. Non seulement des normes, mais aussi des règles, des critères d'origine. C'est-à-dire un produit, par exemple, ZLECAf, on définit qu'un produit ZLECAf, par exemple, peut soit un produit d'entière obtention, ou alors un produit dont au moins 80% de la matière première est issue des pays membres. Là, c'est encore acceptable. Maintenant, le réel problème se trouve au niveau de l'harmonisation des normes. Et pourquoi c'est buté? C'est buté justement parce que certains pays pratiquent ce qu'on appelle le protectionnisme à outrance. Ils se cachent derrière un critère qu'on appelle la norme, justement pour bloquer l'entrée de certains produits sur leur propre territoire. Alors, si on a 54 pays, et parmi les 54 pays, on ne parvient pas à harmoniser au moins 34, les normes de 34 pays, il sera très difficile que la ZLECAf décolle. Donc, l'idéal dans les accords de Kigali, qui met sur pied la ZLECAf, était d'abord d'harmoniser les normes. Seulement, on a laissé certaines marges à certains pays pour le faire. Nous avons un pays, par exemple, le Nigeria, qui est à côté. C'est un pays de centaines de millions d'habitants. Seulement, nous n'avons pas les mêmes normes. Ça fait que le Nigeria profite sur nous. À quel niveau? Parce que déjà, ça laisse le Nigeria commercialiser, ça exporte au Cameroun plusieurs produits qui n'est pas refoulé chez nous. Mais par contrario, lorsqu'on veut exporter les produits, ce jeu, il n'accepte pas les produits manufacturés. Il accepte beaucoup plus les produits soit récoltés, soit cultivés ou alors élevés. Et je veux vous dire qu'en ce sens, la balance commerciale devient extrêmement déficitaire. Parce que vous allez vous rendre compte, les instituts de statistique, comme par exemple l'Institut national de la statistique, ainsi que le rapport, par exemple, du Conseil national échange du Cameroun, le rapport, par exemple, du guichet unique des opérations du commerce extérieur, tous ces instituts qui encadrent les procédures d'échange à l'international vont vous faire comprendre que en 2023, nous avions fait les échanges. Le Nigeria a exporté au Cameroun environ 1,4 milliard. Les produits d'environ 400 milliards, autant pour moi. 400 milliards pour l'année 2023. Voilà, pour l'année 2023. Or, le Cameroun a exporté au Nigeria seulement 100 milliards. Vous voyez? Donc, on a un gap d'environ 83% à retenir, à combler, ce qui est très difficile. Et posez-vous la question, pourquoi cela se passe? Pas justement, la norme camerounaise n'est pas respectée, n'est pas acceptée au Nigeria. Mais chez nous, on accepte tout. Est-ce que vous savez qu'en 2023, selon le rapport de l'Institut national de la statistique pour le commerce extérieur, le Tchad est le premier pays africain à destination des produits camerounais. Je dis le tout premier, le Tchad, le voisin, le tout premier de destination des produits camerounais à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire quoi? De façon simplifiée. De tous les pays africains, le Tchad est le premier pays qui a reçu plus de produits camerounais. Justement parce que le Tchad ne met pas trop l'accent sur. Le Tchad accepte la norme camerounaise. Mais pourtant, ce n'est pas un vaste marché de consommation. Comparé aux grands voisins, le Nigeria, comparé par exemple au Gabon. Mais pourquoi le Cameroun ne ferait peut-être pas pour profiter comme le Nigeria, c'est-à-dire ne pas reconnaître la norme du Nigeria et imposer peut-être que la norme camerounaise également soit appliquée au même titre que la norme nigériane? C'est une très bonne question. D'autres demandent par exemple la réciprocité, c'est-à-dire vous n'acceptez pas nos normes chez vous. Alors nous aussi, on applique le principe de la réciprocité. On n'accepte pas vos normes chez nous, vos produits qui ne respectent pas nos normes. Sauf que, pour le faire, il faut avoir la capacité de satisfaire ses propres populations. Pour le faire, il faut avoir une chaîne, il faut avoir une industrie aussi développée, capable de produire ce que vous-même vous pouvez consommer. Le Nigeria peut vivre sans dépendre du Cameroun, par exemple. L'Égypte peut vivre sans dépendre du Cameroun parce que la chaîne industrielle est tellement élevée. Vous voyez, tellement élevée au point où ce n'est que la surproduction, les résultats de la surproduction qui décident d'exporter. Par moment, le Nigeria a en surproduction et c'est la raison pour laquelle vous verrez les produits nigériens un peu inondés partout. Mais est-ce qu'à notre niveau, nous sommes capables de produire jusqu'à arriver à cette stade assez difficile? Donc c'est la raison pour laquelle il est difficile pour nous d'appliquer le principe de la réciprocité. Parce que si on l'applique,
Vous voyez, vous irez au marché, il sera impossible pour vous d'avoir des barbouches. Ça veut dire que contrairement à l'idée préconçue que beaucoup ont, le Cameroun produit certes vrai, mais bénéficie très peu de sa production. Oui, le Cameroun produit, mais à une faible quantité. Il faut l'avouer. Parce que déjà, sur le marché national, on ne parvient pas à le satisfaire. C'est la preuve en est, quoi. Au moment où, par exemple, le Gabon ferme ses frontières avec le Cameroun, vous voyez, c'est le panier de la ménagère qu'on connaît un peu un gain. Mais quand le Gabon ouvre ses frontières avec le Cameroun, les produits deviennent très chers sur le plan national, notamment les produits de grande consommation, vivriers surtout. Mais ça veut dire, en d'autres termes, quoi, il est difficile pour le Cameroun d'appliquer cela. Il est peut-être important de rappeler que les normes jouent un rôle essentiel, notamment dans le secteur agricole qui nous rassemble ici, de promouvoir le développement durable. Sauf que, à vous entendre parler, le problème majeur réside au niveau du manque de satisfaction, de la population, et de l'industrialisation. On n'en est pas encore arrivé. Ça veut dire que le Cameroun va rester un État éloigné peut-être de la ZLECAf, qui ne profite pas véritablement de la ZLECAf. Oui, on peut le dire. Pour le moment, le Cameroun encore, dans le principe, dans l'accord, la ZLECAf est perdant. Ça, il faut l'avouer. Parce que pour bénéficier, pour profiter de ce vaste marché de libre-échange, il faut avoir la capacité de produire. Il faut avoir ce que tu proposes sur ce marché international. Mais si tu n'as pas beaucoup de choses pour proposer sur ce marché international, vous voyez donc que vous entrez pour absorber. Et c'est la raison pour laquelle certains grands pays ont été très réticents. Parce qu'ils ne veulent pas de la concurrence interne. Mais à ce niveau, le Cameroun ne peut pas encore être bénéficiaire. Parce que non seulement nous n'avons pas encore suffisamment d'industrie pour mettre les produits peut-être surtout manufacturés. Et les autres annonces, ça veut dire que nous allons consommer leurs produits. Je prends par exemple, pour illustrer le Maroc. Le Maroc est l'un des premiers pays en Afrique qui exporte de la sardine. La sardine. Or, nous avons un littoral tout comme le Maroc. Nous avons des produits que nous pouvons conserver aujourd'hui dans les boîtes et vendre aussi au Maroc. Mais est-ce qu'on a une entreprise de pêche capable d'aller dans nos littoraux et puis pratiquer cette pêche-là industrielle, conservée et en plus exportée ailleurs? Non. Le problème, est-ce que le problème c'est le manque de financement, le manque de moyens? Le problème c'est le manque d'accompagnement parce qu'en réalité l'État d'abord on doit savoir qu'il ne peut pas tout faire. La Campus que l'État a créée est aujourd'hui. La Campus est portée disparue, n'existe plus. Or c'était la seule entreprise de pêche camerounaise. Donc, le problème maintenant se trouve au niveau de la volonté politique. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le Nigeria, sur le plan africain, est l'un des pays producteurs de manioc. Or, au Cameroun, on a des terres capables de produire du manioc. Mais le réel problème se pose, est-ce qu'il y a donc l'accompagnement? Le problème, c'est l'accompagnement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'État qui produit, même au Nigeria, que vous entendez. Ce n'est pas l'État qui produit. Les partenaires, les privés. C'est le privé qui produit. Peut-être pas prendre l'exemple de cette production privée et la ramener au Cameroun pour avoir les mêmes résultats. Ça aussi, on peut le faire. Et c'est ce qu'on demande. Et c'est ce qu'on demande. Ça dit, c'est le privé qui produit. Et l'État doit accompagner le privé. Dans le principe, par exemple, l'État parlait de la mécanisation. Très bien. Prenons encore un deuxième exemple, le Rwanda. Le Rwanda produit du thé et livre même aux États-Unis. Le thé rwandais, tout comme le thé camerounais, est très recherché. Oui. Le Rwanda est l'un des pays qui produit en grande quantité de thé. Ça, il faut l'avouer. Mais c'est le privé. Ce n'est pas le gouvernement rwandais qui produit le thé. Non, c'est le privé. Ce sont les acteurs privés. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à produire d'une grande quantité, à une quantité aussi élevée, à une proportion importante? Non seulement ça fait le besoin local, mais export. Oui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'État les accompagne. Très bien. Dans la procédure de mécanisation, dans la procédure d'obtention des intrants et dans la procédure d'entretien des champs. Lorsque l'État accompagne un opérateur sur ces trois procédures, il est possible que les résultats soient bons. Mais seulement ici, certes, vous allez vous rendre compte que les aides sont orientées vers les cultures de rang. Ce qui est très compliqué. Par exemple, les cultures de rang, le café, le cacao, les VA, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'autant plus que la transformation locale est extrêmement simple. Allez regarder le rapport de l'Office national du café et du cacao.
campagne 2023, 2022-2023, vous allez vous rendre compte que les entrepreneurs, ceux qui font dans la transformation locale, sont extrêmement moins nombreux. Par conséquent, plus de 90% des produits de la production locale du café et du cacao est destinée à l'exportation. En Thaïlande, en Asie du Sud-Est et puis en Europe. Or, si on orientait ces aides-là à la culture des produits de grande transformation locale, on aurait ce qu'on peut proposer sur le marché de la Sénégal. Oui. Oui. On aurait, par exemple, le manioc, on produit le manioc du Cameroun. Si on finance la production du manioc, on aura le quoi parler sur le marché du Sénégal. Mais pourtant, on a toujours évoqué le manque de financement. L'État se plaint de n'avoir pas assez de financement pour accompagner le privé. C'est un autre problème, justement, pour la production et l'industrialisation des produits made in Cameroun. Seulement, oui, ça aussi, c'est un autre problème. Mais on doit aussi se poser la question à savoir où est-ce que les financements s'en vont. Pourquoi on trouve facilement les moyens pour encadrer les cultures de rente? C'est-à-dire les moyens financiers, les moyens techniques. Parce que l'encadrement est aussi technique. Oui. On doit apprendre aux gens comment cultiver ce genre de choses. C'est ça l'encadrement technique. Comment conserver jusqu'à la commercialisation. Mais il trouve quand même moyen d'encadrer financièrement et techniquement ceux qui font de la culture de rente, comparé à ceux qui font de la culture du bien et qui est de très grande consommation et qu'on peut commercialiser sur le plan africain. Qu'est-ce qu'on fait donc dans la Sénégal? Et c'est l'occasion aussi d'encourager, parce qu'il y a aussi certains organes de l'État qui ont aussi entamé, notamment le CNCC. Oui. Le CNCC a entamé une procédure. Vous avez vu par exemple dans la zone de Salamé. Maritime, très bien. Le CNCC a encadré les coopératives des dames qui cultivent le manioc. Ce sont des initiatives à encourager. Mais financièrement, ces gens ne sont pas accompagnés. Parce que j'ai pris contact avec ces personnes, ils ne sont pas encore accompagnés financièrement. Mais techniquement, le CNCC a fait quelque chose. Ce qu'il faut d'abord dire, mais aussi, on demande plus. Oui. Parce que c'est très limité. Ça ne permet pas d'être compétitif sur le marché de la Sénégal. Alors, et pourtant, on a des perspectives économiques au niveau régional qui sont également à l'ordre du jour. Et par exemple, selon l'Organisation mondiale du commerce, et si les projections actuelles se confirment, les exportations de l'Afrique vont augmenter parce que de plus en plus, la production africaine est de meilleure qualité et on pourra atteindre les 5,3% malgré les moyens modestes dont on dispose. Si le Cameroun venait à s'ajuster, on aurait un bon haut niveau des performances économiques. La production est de meilleure qualité en Afrique. Il y a des produits qui sont très, très recherchés en Afrique. Quels sont ces produits? Quels sont ces produits? Lorsqu'on parle de la production des produits de bonne qualité, quels sont ces produits? C'est le cacao et le café dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, très bien. C'est un peu comme si on masquait la réalité. Oui, c'est le café et le cacao dont je vous parlais tout à l'heure. La preuve en est quoi? Le café camerounais et le cacao camerounais sont très recherchés sur le plan international. Comparé par exemple à la Côte d'Ivoire, qui est l'un des pays premiers producteurs et exportateurs de café et de cacao. Très bien. Donc, vous parlez comme ici. Est-ce qu'en Afrique, on trouve des industriels capables de faire la transformation du café et du cacao? Ils sont très peu. C'est la raison pour laquelle les Asiatiques et les Européens sont les premières destinations du café et du cacao africains. Mais je pense que la Sénégal n'a pas besoin de... Et quand vous voyez même par exemple dans le cas du Cameroun, quels sont les produits ciblés dans le cas de la Sénégal? Vous avez vu qu'est-ce que le Cameroun a eu à exporter? Par exemple, la bauxite. Vous avez vu des mains pour un navire à charger au port. Voilà. Pour l'Égypte. Mais posez-vous réellement la question, est-ce que l'Égypte a trop besoin de ça? Et en retour, qu'est-ce que le Cameroun peut bénéficier dans l'Égypte? Très bien. C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et on a besoin d'atteindre le projet de faire ça. Très bien. Et c'est ça même le gros problème de l'Afrique. Vous allez vous rendre compte, par exemple, au sommet de l'Afrique Russie, quels sont les dons qui ont été faits? Destinés à l'alimentation. Ça, il faut l'avouer, c'est-à-dire de l'engrais. Le blé, déjà, ils sont pratiquement de le blé. Vous savez qu'en réalité, ils ont un problème d'alimentation. Et alors, lorsqu'on parle de l'alimentation, les gens vont dire qu'ils vous exportent de la bauxite, vous exportez le fer dans le cadre de la Sénégal. Est-ce qu'on a tellement besoin de ça? Non, on n'a pas encore besoin de ça. On a encore besoin de s'alimenter. Parce que parmi les 54 pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a environ 50 qui n'ont pas la foi d'être le finance alimentaire. Or, la Sénégal devait favoriser
à ce qu'on gravisse ce gap-là. C'est que certains pays atteignent d'abord l'autosuffisance alimentaire. Bien, je pense qu'on poursuivra peut-être avec les perspectives et les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour que la plupart de ces pays atteignent l'autosuffisance alimentaire et surtout que tous les pays puissent être compétitifs sur le continent afin d'être assez équilibrés au niveau de la ZLECAf. Je rappelle que vous êtes logisticien déclarant en douane et formateur. Et dans les prochaines éditions, on aura l'occasion de parler des perspectives et de tout ce que les gens pourront, des stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir parvenir à un équilibre, non seulement parvenir à une autosuffisance alimentaire, mais à un équilibre régional pour une meilleure compétition, une compétition saine au sein de la ZLECAf. Merci bien de m'avoir invité et je profite de l'occasion pour dire que l'un des problèmes majeurs dans cet accord de libre circulation des biens, il y a aussi la formation. Très bien. Parce que la procédure douanière est tellement complexe. Les lois douanières qui encadrent la marchandise à la traversée de la frontière sont en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on peut vous dire telle marchandise peut être cumulée 2%. La nouvelle loi des finances du Cameroun qui vient arrêter vous dit que bon, c'est 5%. Vous voyez, donc c'est en perpétuel et du coup, ça nécessite d'abord la formation. Très bien. Il faut que les gens comprennent que si on veut exporter dans la ZLECAf, qu'est-ce qu'il nous faut? Quel est le cadre juridique? Quelles sont les étapes? Quelle est l'opération à suivre? Et nous sommes disposés pour accompagner non seulement des coopératives, mais tous ceux qui veulent faire l'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Nous les encadrons et nous facilitons l'exportation de nos produits. Et merci une fois nous avons invité. Je serai toujours content de venir apporter ma petite pierre à la construction, non seulement de mon pays, mais de l'Afrique tout entière. Et c'est là-dessus que s'achève ce numéro d'Afrobusiness. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir justement ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.